Quand on parle de deuil, on parle souvent des émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse. Mais il y a quelque chose dont on parle très peu alors qu'on y passe tout notre temps, c'est notre maison. Et si notre habitation n'était pas juste un décor de fond, et qu'elle jouait un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine, surtout pour traverser des périodes de vie difficiles. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une réflexion sur la manière dont notre lieu de vie peut soit nous ralentir, soit nous aider à avancer, même sans qu'on s'en rende compte. Et pour en parler, j'ai invité Oriane de chez Orion Décoration. Oriane accompagne des personnes qui vivent des changements de vie très difficiles en les aidant à faire de leur maison un vrai soutien au quotidien. Dans cette vidéo, on va parler de choses très concrètes, comme les couleurs qui vous soutiennent, les couleurs qui ont plutôt tendance à vous ralentir, et vous allez découvrir également des petites choses à mettre en place très facilement pour vous apporter un sentiment d'apaisement et de sécurité sans avoir à tout changer dans votre intérieur. Si vous traversez un deuil et que vous vous sentez plus très bien chez vous, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez pouvoir comprendre ce qui se joue chez vous et regarder votre maison d'un nouvel œil avec plus de bienveillance envers vous-même. Alors bonjour Oriane. Bonjour Audrey. Alors Oriane, tu es décoratrice d'intérieur, mais pas au sens faire joli ou suivre des tendances. Toi, tu accompagnes des personnes qui traversent des moments de vie où tout bouge, des périodes parfois heureuses, comme un agrandissement dans la famille, mais aussi parfois difficiles, comme un divorce ou un décès. Tu les aides à repenser leur maison pour qu'elle devienne un vrai soutien dans leur quotidien. Ton approche part d'une idée simple, mais très forte. Notre maison n'est pas neutre. Elle peut soit nous peser davantage, soit nous aider à avancer suivant la manière dont on y vit. Et justement, c'est par là que j'aimerais commencer. À quel moment tu t'es rendu compte que la maison pouvait avoir un impact aussi fort sur ce qu'on vit intérieurement, surtout dans les périodes difficiles? D'abord, merci pour ton invitation. Et effectivement, c'est très juste. Et moi, ça a commencé très jeune parce que, en fait, j'ai toujours, alors je pense qu'on est beaucoup, hein, mais j'ai toujours déplacé les meubles de ma chambre. Et je m'en suis rendu compte qu'après, mais ça arrivait souvent à des périodes où je me remettais en question, où j'avais des phases de changement, alors dans ma scolarité ou d'autres moments. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie. Et ça a pris beaucoup plus d'importance à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes enfants. D'accord? Comment ça? Et ben, en fait, je me suis rendu compte que déjà, moi, j'étais en train de changer parce que je passais de femme à mère. Donc forcément, ça change beaucoup de choses pour une femme. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que ça avait aussi un impact sur mes enfants, sur leurs émotions, sur le quotidien. Et j'étais vraiment en transition parce que je devenais mère, mais en plus de ça, j'ai commencé une reconversion professionnelle. Donc, il y avait beaucoup de mouvements dans ma vie, beaucoup de transitions. Et en fait, bouger mes meubles de place, repenser l'aménagement, changer les couleurs, ça a été presque une thérapie en fait pour moi. Ça m'a vraiment accompagnée. D'accord. Donc tu t'es rendu compte en fait comme ça, en le faisant, que le fait de bouger tes meubles ou de refaire la décoration, ça te faisait du bien, mais pas juste parce que c'est plus beau. C'est ça. En fait, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment dans le flou, où j'ai eu besoin de, par exemple, plus de vider, de remettre mes murs à blanc, et d'autres périodes où j'étais plus un peu enfermée chez moi, j'avais besoin d'une dynamique, et là j'ai rajouté de la couleur. Vraiment, j'ai vraiment vu la décoration comme quelque chose qui allait me soutenir émotionnellement, en fait, dans ces phases-là. Et au niveau de tes enfants, tu l'as ressenti comment? Ils avaient quel âge à ce moment-là, enfin pour nous préciser, parce que suivant les enfants. Ouais. Alors aujourd'hui, mon grand va avoir 5 ans et la petite dernière 2 ans, mais la première fois où j'ai vraiment travaillé l'aménagement dans cette optique d'accompagnement bien-être, on va dire, et thérapeutique, c'est parce que mon fils, en fait, a toujours eu énormément de mal à s'endormir. Donc, il mettait 1 heure et demie à s'endormir et j'ai testé plein de choses, déplacer le lit, changer les couleurs. Et je me suis rendu compte que certaines dispositions étaient beaucoup plus bénéfiques pour son sommeil. Je le sentais moins fatigué en journée. Et après, quand j'ai commencé à me former, parce que je me suis formée à la neuroarchitecture et à la psychologie de l'habitat, c'est à ce moment-là où j'ai trouvé vraiment les raisons de l'impact de son environnement sur ses émotions et du coup les bonnes pratiques pour apaiser son endormissement, son sommeil et du coup son développement personnel. Tu soutiens pas mal de gens en fait qui vivent des épreuves comme des divorces ou des deuils. Et donc là, alors dis-nous concrètement, tu fais quoi?
Bah, en fait, ce que je te disais, ça passe beaucoup par le vécu. Moi, dans un premier temps, je donne jamais, en fait, des conseils, tout faits. Alors certes, il y a des choses, vraiment, heu, très basiques, qui sont, des «règles» entre guillemets à respecter dans l'aménagement, mais dans un premier temps, moi, quand je rencontre la personne, j'essaye vraiment de comprendre son vécu, son histoire, la phase qu'elle traverse, forcément. En plus, quand c'est une séparation, voire un deuil, c'est très compliqué de se livrer, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc mon objectif, c'est vraiment de mettre à l'aise, de montrer qu'il y a de la bienveillance, de la confiance pour pouvoir, laisser la personne rentrer dans ce processus thérapeutique un petit peu, et ensuite on peut aller décortiquer ce qui se passe dans l'habitat. Mm. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on va voir une décoratrice d'intérieur, en général, on se dit bah, je veux rendre ma maison plus belle. Alors c'est Oui. bien, c'est important. Je pense que c'est important déjà pour bien vivre dedans, mais j'ai vu ouais, sur ton site que tu disais que notre intérieur pouvait vraiment influencer nos émotions au quotidien. Je pense qu'on n'en a pas, j'allais dire pas beaucoup conscience, je pense qu'on n'en a pas conscience du tout en fait. Mm. Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, de choses ou d'éléments qui peuvent réveiller des vieilles émotions ou. Bien sûr. Bah, souvent c'est les couleurs qui réveillent des émotions. Typiquement, j'ai accompagné une famille, donc la femme était séparée depuis 1 an et demi, donc elle vivait avec ses filles, elle avait conservé la maison familiale et elle a en fait, par défaut, enfin dans son quotidien, commencé à remplir la maison de plein d'objets, si tu veux. Donc elle a vraiment créé de la charge, à l'intérieur de la maison, pour combler le vide qu'avait créé, l'absence de enfin du coup le départ de son conjoint. Et ce qui a renforcé aussi et ce qui se voit aussi dans pas mal d'autres d'accompagnements autour des couleurs, ce qui a renforcé cette solitude, c'est qu'en fait tous ces murs étaient blancs. Il y a aucun mur qui a été, enfin en tout cas l'aménagement dans la maison, aucun mur n'avait été investi. Tout était blanc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc, c'est la couleur, alors certes de la pureté, de la légèreté, c'est aussi la couleur de la solitude. Et forcément, après une séparation, bah, souvent le sentiment qui renaît, c'est la solitude, le fait d'avoir été délaissé, et le blanc va renforcer ce sentiment. Et donc là, en fait, la personne, parce que tout à l'heure, tu as indiqué le mot par défaut, tu veux dire, elle s'est mise à acheter des choses de manière, enfin, pas de manière inconsciente, on achète de manière consciente, mais sans trop savoir pourquoi. C'est ça qu'elle t'a indiqué ou. Ouais, elle m'a dit enfin, elle n'arrivait pas à se séparer d'objets en fait. Elle l'accumulait, elle accumulait, elle accumulait, et elle n'arrivait pas à se séparer. Et en fait, c'est assez simple à déduire, hein, parce que le fait de ne pas réussir à se séparer des objets, c'est aussi parce on vit mal la séparation. Donc la séparation avait été difficile avec son conjoint, et à partir de ce moment-là, elle a commencé à accumuler. Et c'est elle qui me l'a décrit, c'est vraiment, enfin, elle s'en est pas rendue compte tout de suite, mais une fois qu'on pose la question et qu'on commence à rentrer dans le sujet, qu'on rentre dans cette discussion-là, c'est elle qui me dit, bah, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à accumuler et je n'arrive pas à me séparer des objets. Donc après, nous, quand on arrive chez les gens, alors moi, j'arrive chez les gens, c'est très compliqué de poser un diagnostic tout de suite. Alors, il y a des choses qui se révèlent, hein, forcément. Si je vois une maison, comme je te disais, où tous les murs sont blancs, c'est qu'il y a quelque chose à travailler lié à la solitude, ou en tout cas au départ de quelqu'un, ou l'envie de faire le vide. Et après, je vois aussi forcément le désordre qui peut justifier certains sentiments. À chaque fois, je peux faire un diagnostic assez rapide sur place, mais la discussion avec la personne est essentielle pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, en fait. D'accord, oui, donc ça, par exemple, comme tout le monde, on peut avoir un a priori. Tu te fais Mm. un diagnostic au départ, mais après, c'est à confirmer ou pas en fonction de ce que la personne dit. Parce que j'imagine que là, dans l'exemple que tu donnes, tu ne pouvais pas deviner que tous ces objets, elle les avait achetés après la séparation. Ça aurait pu être là dès le départ. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'habitat n'est jamais la raison des maux, ou en tout cas des phases qu'on traverse, mais elle va amplifier des émotions. Donc, par exemple,
Si je vis, je sais pas, un burn-out au travail ou une dépression, quelque chose, et que mon canapé est gris ou mon salon est gris, noir avec des couleurs sombres, mon état dépressif peut être renforcé par cet environnement. C'est pas lui qui a causé ma dépression, mais par contre, ça va me maintenir dans cette situation émotionnelle. Et c'est vraiment en ça que l'habitat peut aider, à traverser des transitions ou, même des phases, qui sont beaucoup plus complexes comme le deuil, c'est d'identifier ce qui amplifie des émotions négatives. Ah oui, ce qui amplifie les émotions, ce qui nous laisse, ce qui nous garde dedans, en fait. On parle des émotions Exactement, négatives parce que bon, forcément, les émotions positives, ça pose pas de problème. tout à fait. Et donc ça, tu arrives à le voir donc en discutant. Bah, en discutant et après, quand je viens chez la personne, je suis capable d'identifier effectivement ce qui va renforcer ces sentiments-là. Le point d'honneur, c'est d'identifier, les émotions, les ressentis et ensuite, d'aller, mettre le doigt sur, bah, voilà, peut-être que, il y a un sentiment d'insécurité parce que, bah, par exemple, si je reprends le sujet du sommeil, de mon fils, le sentiment d'insécurité peut être lié au fait de ne pas voir la porte. Donc, l'objectif dans la chambre, c'était de remettre le lit pour qu'il y ait une vue sur la porte et savoir qui entre dans la pièce. Pour les couleurs, c'est pareil. Une dépression peut être accentuée par le fait que l'intérieur soit dans des couleurs grises, noires, sombres. Et après, ça peut être d'autres sujets. Typiquement, pour des enfants hypersensibles ou hyperactifs, le fait d'avoir dans sa chambre, alors qui est vraiment son territoire pour l'enfant, des couleurs orange, rouge, très vives, ça peut accentuer son énervement, son hyperactivité. Donc, le diagnostic de la personne, de ses ressentis et ses émotions est primordial. Et après, une fois qu'on est dans les lieux, c'est pouvoir connecter justement tout ce qu'on sait de la personne avec ce qui se passe dans l'intérieur et ensuite d'apporter du coup des corrections sur l'aménagement ou la décoration. Et donc, quand quelqu'un se sent triste ou sans énergie, justement, typiquement suite à un deuil, est-ce qu'il y a des couleurs qui seraient plus à éviter, d'autres qui seraient plus à privilégier, ou est-ce que ça dépend vraiment aussi de chacun? Alors, en période de deuil, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le deuil est hyper important à respecter. Il y a plusieurs types de deuil, forcément. Il y a le deuil relationnel, donc la fin d'une relation, le deuil physique, le deuil d'une période de vie, sur des reconversions professionnelles. Mais si on parle du deuil physique, souvent, ça peut être un processus qui peut être un peu long et donc il y a 5 phases qui interviennent. Le déni, la colère, la phase de marchandage où on essaye de négocier un peu, la phase de dépression et enfin l'acceptation. Et chaque personne avance à son rythme dans ces phases-là. Et souvent, je préconise pas de changement sur les 2 premières phases, le déni et la colère, parce que la personne a besoin d'être dans un état, dans cet état-là. Et on n'a pas forcément nécessité de forcer, si tu veux, ces phases-là. Et d'ailleurs, la personne souvent n'accepte pas d'être aidée dans cette période-là, surtout liée à son intérieur. Mais à partir du moment où elle commence à s'ouvrir un petit peu, là, on peut travailler sur les couleurs. Donc, si la personne a choisi pendant les phases de déni et de colère, je sais pas, de vider son intérieur ou de tout repeindre en gris ou des choses comme ça, là, je vais aller conseiller effectivement de changer ces couleurs-là. Donc, c'est ce que je te disais, les couleurs sombres, le gris, le noir, le bleu foncé, bleu nuit, bleu marine. Le violet aussi, qui est la couleur du deuil, et le blanc, parce que dans certaines cultures, le blanc fait aussi référence au deuil. Ce sont des couleurs qui sont plutôt à éviter. D'accord. Quand on est dans cette phase où on commence à progresser vers l'acceptation, ou en tout cas on essaye d'avancer, il faut éviter ces couleurs-là. Et donc, ça me donne envie vraiment de rebondir là-dessus. Justement, il y a des gens, donc moi je parle que du deuil physique, quand on perd quelqu'un. Il y a des gens qui vont vouloir vider tous les objets de la personne tout de suite,
Il y en a d'autres qui vont surtout pas vouloir y toucher. C'est vraiment ultra varié. Alors, moi, j'ai jamais été dans l'optique de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Enfin, moi, je pense que chacun fait comme il veut. Mais du coup, au vu de ce que tu viens de dire, je me dis quand on vide, enfin voilà, soit une pièce entière, là, je pense au décès d'un enfant, par exemple, ou quand c'est le conjoint, c'est pas forcément une pièce entière, mais ça peut être un peu partout dans la maison. Enfin, les enfants aussi, ça peut être un peu partout dans la maison. Mais disons que chez l'enfant, c'est toute la chambre, par exemple, qu'on veut complètement enlever. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est propre à chaque personne. Je pense qu'il faut respecter le choix de la personne. Si elle ne souhaite pas toucher aux affaires, alors tu parles des enfants parce qu'effectivement c'est très difficile de se dire qu'on va devoir vider la chambre d'un enfant qui est parti. Si elle ne souhaite pas le faire, il faut pas le forcer. Faut que ça veut dire que en fait dans les phases de deuil, elle n'est pas encore arrivée à la période où elle accepte de modifier les choses. Il y a des personnes qui n'y arrivent jamais. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est accompagner à choisir les objets qui apportent une émotion positive liée au deuil. Ça peut être, je dis n'importe quoi, mais ça peut être une photo qui rappelle un moment joyeux, ça peut être un objet que la personne portait souvent et qui nous rappelle un souvenir fort d'elle, qui est assez positif. Souvent, on essaye de voir quels sont ces objets-là, de les mettre en valeur dans l'intérieur, et sur les objets qui nous apportent plutôt beaucoup de tristesse, qui nous pèsent, dont on ne sait pas quoi faire parce que peut-être ça prend de la place et on se dit bah si, il faudrait quand même que je m'en débarrasse, mais j'ose pas le faire parce que j'ai peur de ne pas respecter justement la personne partie. Là, on peut se faire accompagner. Mais en tout cas, il faut bien identifier quels sont ceux qui nous apportent quelque chose de positif et ceux qui nous apportent quelque chose de plutôt négatif. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, c'est plus facile d'avancer, de vider ou déplacer. Du coup, on rassure tout le monde. Quand on ait fait le choix de tout conserver ou de tout jeter, en fait, c'est vraiment propre à chacun et ça va pas, Exactement. au vu de ton expérience et de ce que je comprends, ça va pas amplifier dans un sens comme dans l'autre, en fait, C'est ça. le vécu du deuil. Donc, Exactement. Bah, moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'essaye d'expliquer à la personne mes connaissances en neuroarchitecture, en ce qui peut leur apporter du bien-être ou les aider. Si la personne n'est pas prête, bah, elle écoute juste ce que j'ai à dire et comme ça, elle a les informations. En fait, je lui fournis quelque chose dont elle va avoir conscience. Et quand elle sera prête, ça reviendra tout seul. Ça d'accord. reviendra à elle, ces informations-là. Peut-être que ça fera tilt. Et à ce moment-là, si elle est prête à être accompagnée, bah, dans ce cas-là, je l'accompagne sur tout ça. Alors c'est vrai que je t'ai pas posé la question au début. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la neuroarchitecture, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, la neuroarchitecture, c'est comment notre cerveau va analyser notre espace de vie. Donc, l'objectif de la neuroarchitecture, c'est d'aménager, décorer pour nourrir, entre guillemets, notre cerveau afin qu'il génère un bien-être global. Donc, la neuroarchitecture, elle se base sur l'analyse du fonctionnement du cerveau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 cerveaux, en tout cas 3 parties dans le cerveau qui sont importantes. La première partie, c'est ce qu'on appelle le préfrontal, le néocortex. Donc, c'est la partie du cerveau qui analyse et qui rationalise. Donc là, notre cerveau, bah, par exemple, c'est j'ai besoin d'un canapé pour m'asseoir, je vais analyser l'aspect esthétique, l'aspect fonctionnel, le confort, et je vais faire mon choix en conscience parce que c'est mon néocortex qui décide de tout ça. C'est l'aspect pratique, quoi. Exactement, pratique, esthétique, fonctionnel, très pragmatique. D'accord. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui lui est plutôt celui qui te maintient en survie. Donc là, c'est un cerveau qui fonctionne beaucoup sur tout l'instinct primitif qu'on a depuis des millénaires, à l'époque de nos ancêtres de la préhistoire qui vivaient dans des grottes
Et lui, son rôle, c'est vraiment de te mettre en état d'alerte quand il y a un danger. Et c'est pour ça, ce que je te disais avec, par exemple, la vue sur la porte, à l'époque de la préhistoire, le danger était à l'extérieur. Donc, tout ce qui se passait dans la grotte, enfin, tout ce qui était dans la grotte nous protégeait. Et si on ne voyait pas la porte, potentiellement, on était en phase de danger parce qu'on ne voyait pas le danger arriver, les mammouths, les attaques et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté dans notre cerveau, ce qu'on appelle notre mémoire cellulaire. Et dans nos intérieurs, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, si par exemple, je dors avec mon lit dans le sens inverse de la porte et je ne vois personne arriver, typiquement, je ne vais pas avoir un sommeil réparateur parce que mon cerveau sera toujours en état d'alerte en me disant, tu ne vois pas la porte, il y a un danger potentiel qui peut entrer dans ta chambre, donc tu restes en éveil, en semi-éveil, en tout cas en sommeil léger, pour pouvoir réagir. Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Pardon, je rebondis juste sur le lit, j'avais déjà entendu ça, mais c'est vrai que naturellement, on ne fait pas comme ça d'ailleurs. Enfin, la plupart des Oui, gens ne mettent pas la tête de lit au niveau de la porte. exactement. Alors après, il y a certains aménagements, enfin certains logements qui ne sont pas du tout adaptés, et parce qu'il y a une fenêtre, parce qu'il y a un radiateur, la seule place qui reste sur un mur pour coller ton lit, c'est celui de la porte en fait. Et tu vois pas la porte. Typiquement, la chambre de mon fils, c'était ça. Ah, par exemple, il y a le mur est complètement comme ça, et donc en fait, tu es à côté de la porte? C'est ça. Ah oui, Sur le d'accord. même mur. Moi, je pensais quand on avait la tête de lit et que la porte était Ah derrière, non, non, où là, oui. ça me paraît pas naturel, mais oui, effectivement, là, je pense qu'il y en a plein des chambres comme ça, où le lit est sur le même mur que celui de la porte. Et tous les logements modernes, type loft, fonctionnent aussi sur ces principes-là, où par exemple, tu sais, tu as le dressing derrière, tu as un mur au milieu de la pièce et tu as le lit en plein milieu. En fait, tu peux tourner autour du lit, et ça, typiquement, c'est un peu comme si tu étais un homme préhistorique au milieu de la savane avec les lions qui tournent autour de toi. Enfin, en fait, c'est exactement le même sentiment qui se déclenche dans ton cerveau, ce qui fait qu'en fait, tu dors super mal. Tu t'en rends pas compte, tu as l'impression de faire des nuits de 8 heures, mais tu as un sommeil juste atroce, en fait. Voilà, un sommeil qui n'est pas réparateur, du simple fait qu'il y a une Ouais, partie de nous inconsciente qui reste en état d'alerte en se disant attention, exact. on n'est pas en sécurité ici, donc faut C'est pouvoir tout se à fait ça. réveiller vite. Voilà. Donc après, il y a plein de solutions pour contrer ça et faire l'aménagement qui réveille le moins possible le cerveau reptilien qui te met en état d'alerte, ou en tout cas qui l'apaise au maximum. Donc ça, après, c'est des principes génériques que tout le monde peut appliquer chez soi, qui sont pas très compliqués, hormis si l'architecte a mis le radiateur à l'endroit où normalement c'est le seul endroit où tu dois mettre le lit. En général, c'est assez simple à appliquer. Et puis après, tu as le troisième cerveau qui, lui, est le cerveau limbique, qui est en fait le siège de tes émotions, de ton vécu, ton expérience. Et c'est pour ça que moi, je pratique vraiment le diagnostic, l'échange avec la personne pour comprendre son vécu et son expérience, parce que c'est ce cerveau-là qui va faire que, par exemple, le choix d'une couleur bleue pour la chambre de ton enfant convient à ton enfant, mais ne conviendra pas à l'enfant du voisin, parce que, par exemple, l'enfant du voisin, dans son vécu, il a échappé à une noyade en vacances, et du coup, pour lui, le bleu, c'est hyper angoissant, parce que c'est comme s'il se retrouvait dans l'eau, par exemple. Et dans ce cas-là, l'enfant ne pourra pas lâcher prise pour dormir, parce que pour lui, le bleu, c'est je me noie, je suis angoissée parce que je suis en train de me noyer, quoi. C'est un danger. Ah oui. Donc voilà. Donc la neuroarchitecture, c'est tout ça, c'est s'appuyer sur ces trois fonctionnements du cerveau pour aménager les intérieurs afin qu'il apporte un bien-être, en tout cas le plus de bien-être possible à l'habitant. Et quand on est donc en deuil, j'imagine qu'il doit y avoir des couleurs qui font du bien aussi, inconsciemment. Et est-ce qu'on peut être naturellement attiré plutôt par ces couleurs-là, ou est-ce que au contraire on en aurait surtout pas envie, ou j'imagine que ça dépend des gens, ça dépend de leur phase. Oui, alors ça dépend des gens, et en fait, comme la plupart des gens n'ont pas conscience qu'il y a un lien entre leur habitat et leur état,
Bon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens font un choix d'aménagement dans une phase du deuil où ils sont encore un peu dans la dépression, dans quelque chose qui n'est pas abouti. Et malheureusement, tout le monde, hein, quand on décore son intérieur, on choisit une couleur, on va pas se dire je vais la rechanger dans 6 mois, quoi. Et en fait, le problème de ce mode de fonctionnement, c'est que les gens choisissent effectivement peut-être un gris sur leur mur et ils vont rester 10 ans avec cette couleur. Et finalement, ils vont pas réussir à avancer pleinement dans ces phases du deuil jusqu'à l'acceptation. Et ce qui peut aider, alors forcément, les couleurs, je t'ai parlé des couleurs sombres qui n'aidaient pas dans cette phase-là, mais du coup, il y a les couleurs opposées, donc des couleurs plutôt vives, qui peuvent stimuler. On n'est pas obligé de faire tout un pan de mur, mais la couleur vitale, qui est l'énergie du soleil, donc le jaune, est une couleur qui peut aider, en tout cas, à remonter un petit peu son énergie, sa vitalité. Pour une personne typiquement qui a vécu un deuil, qui se sent seule et qui reste enfermée chez soi, ça peut être intéressant d'aller travailler l'entrée, puisque c'est le seuil, donc c'est l'endroit qui doit nous stimuler pour sortir de chez nous, avec une couleur vive, un jaune, un orangé, abricot, quelque chose qui te met en vitalité, entre guillemets. Et donc là, il ne s'agit pas forcément de changer le mur entier, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident au niveau du coût, l'investissement. On se demande si ça va plaire tout le temps. Enfin, voilà, on peut, j'imagine, faire avec des... Ouais, avec des objets, hein, tu vois, typiquement, je regarde mon entrée en même temps que je te parle, mais en fait, j'ai mis un pot de fleurs jaunes dans mon entrée pour justement donner un peu de vitalité. Alors après, je parle de la décoration, mais ça peut être aussi, ça peut être des affiches. Enfin, je te parle des objets, mais ça peut être des affiches. Alors moi, j'ai une entrée principale et après, avec mes enfants, je sors par le garage. C'est vrai que le garage, tu vois, c'est une pièce qui est assez lourde. En plus, souvent, tu stockes plein de choses, c'est un peu en bazar. Et en fait, l'entrée de mon garage était toute blanche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis des affiches avec des couleurs rouge, orange, rose. Alors, elles sont toutes petites, hein, mais ça suffit à te donner un peu de vitalité quand tu rentres chez toi et quand tu sors, du coup. D'accord. Ah oui, oui. Donc, on n'est vraiment pas obligé de tout révolutionner. Ça peut C'est être ça. un petit objet. Je regarde si j'en ai à côté de moi. J'ai pas de petit objet à montrer, mais ça peut être un petit objet finalement comme ça qu'on rajoute sur une table basse ou quelque part. Et là, déjà, ça permet d'envoyer certaines ondes. Je sais pas si c'est... Exactement, c'est totalement ça. Ouais. Parce que la couleur est une vibration, en fait. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à l'énergétique. Donc, quand tu es dans une énergie de deuil, tu es dans une énergie basse, forcément, tu es un peu en introspection. Et si tu veux stimuler une énergie un peu plus haute, rien que le fait de voir un objet, de regarder un objet d'une couleur jaune, orangée, les couleurs vitales dont je te parlais, ça va déjà éclairer un petit peu ta journée et te dire, finalement, il y a des choses positives, je peux revoir le positif dans ma vie et avancer sur ce chemin de la reconstruction et le processus du deuil. Donc, quelqu'un qui veut commencer sans tout révolutionner et puis qui se sent peut-être pas forcément d'ailleurs, j'ai envie de dire l'élan de se dire non, mais j'ai pas envie de revoir ma déco. Mais qui veut se dire, de mettre des chances de son côté. Je ne sais pas trop comment dire les choses, mais se donner, je Un cherche le élan. mot. Oui, un élan, voilà, exactement. Se donner un élan, ça peut par exemple être un petit coussin jaune sur le canapé. Euh, Exactement. et C'est donc, totalement ça. d'accord. Oui, un petit pot en terre sur lequel on met les couverts dedans dans sa cuisine. Et donc, à Oui. part le jaune, il y a il y aurait d'autres couleurs. Alors, le jaune et le orangé, qui sont très stimulantes. Alors, dans les couleurs, il faut se référer à ce que ça évoque dans la nature. Le jaune, c'est le soleil. Le orange, c'est la vitalité. Forcément, tu penses aux fruits, à l'orange. Donc, c'est la vitamine.
Alors le rouge, c'est un peu plus subtil parce que le rouge, ça a plusieurs significations. Ça peut être d'un côté la passion, mais ça peut être aussi la colère, le sang. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie. Le rose, c'est la douceur, c'est la maternité. Donc pour des femmes qui ont vécu des traumatismes un peu compliqués, des violences, des choses comme ça peut être quelque chose qui est très bénéfique. Pour des enfants qui se sentent aussi dans l'insécurité quand il y a eu une grossesse compliquée, le rose, ça apporte beaucoup de douceur, donc c'est très bien aussi. Sauf si la grossesse s'est mal passée, dans ce cas-là, il faut éviter parce que c'est la première couleur que voit le fœtus. Et après, le vert, typiquement, c'est aussi une très bonne couleur pour retrouver de la vitalité parce que le vert, c'est la nature, les plantes, le fait de grandir, se développer. Donc ça peut être très bien et ça fonctionne très très bien avec des profils neuroatypiques, d'hypersensibilité, hyperactivité, etc. D'accord. Et donc pour quelqu'un qui a perdu un enfant, petit ou grand, Mm. parce que quand on perd un enfant, même quand il est adulte, ça reste notre bébé. Tout à fait. Le rose, c'est Le rose, ça recommandé apporte aussi. beaucoup de douceur. Le rose, c'est une très bonne couleur pour le deuil d'un enfant et le vert aussi, parce que le vert, ça reste la nature et l'enfant, on a toujours cette image de l'enfant qui grandit, on la nourrit un peu comme une plante en fait, et du coup, le vert, ça peut aider aussi à avancer. C'est vrai que oui, on penserait pas. Finalement, Mm. tu dis quelqu'un qui a perdu un enfant, lui offrir un petit coussin de couleur, Oui. ça paraît pas grand-chose, ça paraît rien du tout même. Ah. Et finalement, on peut aider quelqu'un juste comme ça, enfin aider. C'est un geste, quoi. Bah, ouais, voilà, c'est un geste. Alors bien sûr, c'est toujours compliqué d'aider dans ces moments-là et on ne sait pas souvent quoi faire, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas dans l'intérieur, pas besoin de grand-chose. Surtout, ne dépensez pas des 1000 et des cents pour refaire en fait tout un espace de vie. Enfin, dans ces phases-là, il faut vraiment y aller doucement, progressivement. Tout changer, ça peut justement avoir l'effet inverse et nous mettre en état justement de stress, d'angoisse, parce qu'en fait, on perd tous ses repères. Donc vraiment, dans les phases de transition, euh, y aller doucement, par des petits objets, par le changement d'un mur ou déplacer un meuble, tester, voir comment ça fonctionne. D'accord. Mais je suis même en train de me dire que le fait d'offrir un coussin, c'est peut-être pas génial en fait aussi non plus comme idée. Ça pousse peut-être la personne là où elle n'est pas encore prête, hein. Il faut savoir où en est la personne avant de faire ce genre de cadeau. Après, même si tu l'offres avec une intention bienveillante et d'accompagnement, si la personne elle est dans cette phase de déni ou de colère, en fait, elle va rejeter. Donc Oui, forcément, elle ce rejette pas, cadeau, ça a rien de personnel, c'est parce que en fait, exactement. quelque part, elle est C'est pas pas, normal. elle est pas prête encore pour C'est ça. cette étape, quoi. Exactement. Alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peur que son intérieur lui rappelle trop de choses tristes? C'est ce que je t'expliquais sur le tri des objets. C'est important de prendre le temps de voir justement quels sont les objets qui rappellent cette émotion de tristesse. Bon, toujours en alignement avec ce processus de deuil et des phases dans lesquelles elle se trouve. Mais si la personne a envie d'avancer et que justement elle se rend compte que dans son intérieur il y a trop de tristesse, trop de souvenirs compliqués, c'est identifier les objets, prendre les bonnes décisions. Alors souvent il faut se faire accompagner parce que c'est un peu compliqué de le faire seul. Alors soit par la famille si elle arrive à mettre une certaine distance, ou des amis, ou même des professionnels du tri. Il y a des personnes qui font ça très bien, d'accompagner les familles en deuil à trier leur intérieur et à, entre guillemets, dire adieu à ces objets qui sont trop lourds. Et puis, identifier ceux qui nous apportent des émotions positives et peut-être se créer un espace dans la maison dédié à la personne, au souvenir de la personne, plutôt que de l'éparpiller partout. Ah oui, d'accord. Se dire, c'est presque un hôtel en fait pour se remémorer cette personne-là avec les objets positifs, donc qui apportent du positif. Mais si on veut avancer, de toute façon, l'intérieur va devoir changer.
parce que l'énergie dans laquelle on veut aller, c'est plus l'énergie de j'ai perdu quelqu'un et je souhaite conserver son souvenir dans ma maison parce que je veux rester dans l'état dans lequel j'étais avec elle, mais ça va être j'honore la personne que j'ai perdue dans ce petit espace que j'ai créé pour elle, mais en même temps, je suis une personne à part entière, j'ai besoin d'avancer et mon intérieur doit me soutenir dans ma vie future, en fait. Ah oui, et donc dans ce sens-là, c'est mieux de réserver un endroit dédié en fait à ça, plutôt que de l'éparpiller partout. Mais pourquoi plutôt que de l'éparpiller partout? Souvent, alors si c'est une personne qui est de la famille, qui a vécu dans la maison, on a souvent des photos de famille un peu partout. On a des objets. Alors si c'est le conjoint, forcément, il y a des objets qui sont un peu partout dans la chambre, dans la pièce de vie. Donc c'est un peu difficile de se dire que dans chaque pièce, j'ai cette énergie qui me rappelle cet état un peu difficile du moment du deuil. Alors dans ce cas-là, j'essaye de sortir ces objets-là, d'avoir un espace dédié et d'y aller quand j'en ai besoin, dans cet espace, dans ce coin alors ça peut être de la méditation ou autre chose, mais d'avoir cet espace. Et si j'ai besoin d'aller vers cette personne, ou en tout cas de l'honorer, j'y vais. Mais dans mon quotidien à la maison, pour mon sommeil, pour ma vie quotidienne, d'avoir un lieu qui a une énergie un peu plus haute et un peu plus avec un peu plus d'élan, quoi, justement, vers l'avenir. Oui, oui, d'où l'intérêt d'attendre en fait, enfin d'attendre. Oui, de se respecter et de faire ça Exactement. au bon moment et à son rythme en fait, parce que ça nécessite d'être prêt à un moment de mettre la Mm. distance quelque part Oui, avec la personne ou avec tous ces objets-là en disant non, maintenant ce n'est pas partout dans toute ma vie, dès que je me déplace quelque part, je vois ces objets-là, c'est quand mm, j'ai choisi à ce moment-là. c'est ça. De toute façon, ça se fait assez naturellement, hein. Si on respecte son processus de deuil, si on est même nous-mêmes accompagnés par des thérapeutes, euh, en fait, enfin, dans nos intérieurs, ça peut se faire assez naturellement. Le seul truc qu'on ne change pas trop, c'est ce que je te disais, hein, la couleur des murs, ou parce qu'on fait des choix à des moments et qu'après, c'est plus une question de flemme ou de budget, on ne veut pas changer la couleur. Mais sur les souvenirs de la maison, en général, la personne qui avance dans son deuil, dans ses phases, dans ce processus, va le faire à un moment donné. Oui, oui, quand elle sentira qu'elle est prête, elle aura justement un peu cet élan de se dire bah tiens, je vais aller regarder un peu qu'est-ce que je fais de ça ou pas quoi. J'allais dire, c'est important pour la famille de respecter aussi ce processus parce que souvent, c'est plutôt la famille qui vient et qui va commencer à vider la maison en pensant aider la personne, en la délestant, si tu veux, de ces objets-là qui lui rappellent le souvenir de la personne partie. Et dans ce cas-là, ça peut rentrer en conflit avec son processus de deuil et c'est un peu plus délicat. Ah oui, oui, c'est vrai. Et donc, comment on fait? Enfin, je sais pas si tu as une réponse à ça. Quand justement, des gens, enfin de l'entourage se sont dit: «Bah tiens, on a vidé toute la chambre, ça va être mieux pour toi», heu, Mm. alors que tu as rien demandé. Je veux dire, les objets sont plus là. Ouais. Parfois, on peut en Bah, récupérer et d'autres fois, c'est pas le cas, quoi. ouais. C'est très compliqué. C'est souvent le cas quand on perd des grands-parents ou des parents et qu'il faut vider la maison rapidement pour pouvoir la vendre ou des choses comme ça. Ou qu'on place, alors par exemple, si on perd un grand-parent et que l'autre grand-parent ou parent doit aller en maison de retraite parce que voilà, elle est plus en capacité de vivre seule dans la maison. Souvent, on accélère beaucoup le processus de tri, de vidage de maison, justement, et ça peut être très mal vécu par la personne qui reste. Et c'est très délicat parce que tu peux pas non plus dire à la famille, non, on stoppe tout et on attend que la personne fasse son processus de deuil. Ce qui est important, c'est de vraiment le faire avec la personne endeuillée et de conserver les objets et si la personne va en maison de retraite, de rapporter
quelques objets en souvenir pour que la personne continue à faire son deuil. Et même pour les enfants, hein, c'est important quand les enfants perdent leurs parents, même si tu vis de la maison parentale et que tu la vends, garder des objets, ça peut être important, même si au début vous n'avez pas envie de les afficher ou de les mettre chez vous, mais garder des objets quelque part dans une boîte chez soi, ça peut être important pour finaliser ce processus de deuil aussi, même à distance. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que je l'avais déjà entendu, mais je, le reformuler pour que ceux qui nous écoutent entendent bien. C'est pas glauque de garder en souvenir en fait des objets de quelqu'un. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui pensent pas que ce soit glauque, mais le fait d'en avoir des fois dans une boîte où il y en a qui se disent bon, je les garde, mais je dis rien à personne parce que c'est peut-être un peu bizarre quand même d'aller de garder ça. Oh oui, bah oui, totalement. Puis même, moi je l'ai vécu, tu vois, par exemple, j'ai perdu mes grands-parents, je devais avoir 10 ans. Et à l'époque, bah, j'étais pas, forcément, j'ai eu beaucoup de tristesse, mais j'étais pas attachée à ça. Et je me souviens que mes parents, enfin, ma mère a dû vider la maison, et même avec ses frères et sœurs. Et en fait, elle a récupéré très peu de choses, parce qu'elle était loin en distance. Et moi, j'ai rien. Et et aujourd'hui, tu vois, 20 ans, 25 ans après, j'aurais aimé récupérer quelque chose. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc c'est très difficile de se dire que bah, quand tu perds quelqu'un, en fait, tu n'as plus aucun objet qui porte son souvenir. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Même des photos, aussi des photos. Oui, oui, et puis c'est vrai que parfois les objets, en fait, rappellent concrètement la personne dans la matière. Oui. Elle tenait cet objet, bah, c'est pareil, moi je prends ça là, ça n'a rien à voir, mais elle tenait cet objet dans la main, elle le mettait dans ses cheveux, là c'est une pince à cheveux. Mm. Du coup, ça me rappelle que cette personne a vraiment vécu. C'est-à-dire, c'est Oui. pas juste dans ma tête, en fait, cet objet, elle l'avait pour de vrai. Donc je pense Oui. qu'il y a justement cet aspect, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, parfois les gens, enfin parfois même régulièrement, hein, les gens sont obligés des fois de prendre des décisions rapidement parce qu'il faut vendre, ou C'est parce ça. que, comme tu dis, des fois ils sont loin, ils sont venus pour le week-end pour le Mm. faire, donc ils n'ont pas 50 000 ans pour se décider, quoi. Exactement. Et je pense que parfois on oublie de demander peut-être aux petits-enfants, et puis peut-être parce que quand on vit d'une maison entière, on a tellement de décisions à prendre pour chaque objet qu'au bout d'un moment, on se dit ouais, C'est difficile de tout garder. Ouais. ouais. Mm. C'est bon, on met tout à la benne. De toute façon, ça vaut rien, parce que quand on est dans le ça vaut Oui, rien, c'est financièrement ça vaut rien. C'est vrai, cette pince, exactement. ça vaut rien, mais si c'est le souvenir, combien ça vaut, quoi. Ouais, totalement. Ouais, et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des objets qui aident beaucoup aussi. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel, mais pour des enfants, des petits-enfants, ça peut avoir un intérêt, quand on traverse certaines phases de la vie, de se référer à nos ancêtres, en fait, tout simplement. Et au travers d'un objet, bah, un objet, ça diffuse une énergie, et l'énergie de la personne ou son souvenir peut être aussi un outil très puissant thérapeutiquement pour avancer dans certaines phases. Donc, c'est vrai que l'objet porte quelque chose qui a du sens, et prendre le temps de bien faire ce tri, bien faire le choix de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, c'est hyper important. Ouais, ouais, Mm. tant que malheureusement, rarement on dispose, ou qu'on n'a pas forcément tous Exactement. envie de consacrer en même temps, enfin au même moment C'est ça. plutôt. C'est pas en même temps, c'est que tout le monde aimerait que ce soit fait en même temps, mais tout le monde n'est pas disponible Oui. au même moment. Donc oui, c'est pas simple, quoi. Mm. Après, on parle de petits objets, mais il y a aussi des meubles. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent du mobilier de grands-parents, même en brocante, etc., hein, mais il y a beaucoup de mobilier. Des fois, on s'interdit de les prendre parce qu'on se dit, bah non, en fait, c'est pas mon style de décoration. Je veux pas d'une énorme armoire en bois chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui se freinent par rapport à ça. Et moi, je connais une personne qui travaille justement dans la restauration de meubles anciens pour les mettre un petit peu au goût du jour. Et elle le fait dans cette optique-là de travailler les meubles anciens qui ont une mémoire, qui ont un souvenir, pour permettre aux jeunes générations de récupérer justement bah, cet héritage, hein, de leurs ancêtres, et de pouvoir les garder chez eux, et que ça corresponde, entre guillemets,
à leur génération, à leur univers décoratif, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Puis des fois, il y a juste une question toute bête qui est la place, quoi. J'aimerais bien Oui, récupérer aussi. cette armoire, cette commode, mais ça sent long de la mettre. Ouais. En plus du fait que, oui, c'est peut-être pas assorti au reste. Parce que des fois, on peut tourner pendant longtemps aussi. On garde le meuble parce que bah, on veut le garder, et en même temps, on se dit tout le temps, oh là là, c'est pas sorti, pourquoi j'ai gardé ça? Et puis, Bah ça, c'est la guerre entre notre cerveau limbique et notre cerveau rationnel, tu vois. C'est le limbique avec les souvenirs qui se dit j'ai envie de garder ce meuble parce qu'il me parle, il y a une histoire et que ça me réveille une émotion positive. Et le rationnel qui se dit ah bah non, c'est pas esthétique, ça va pas avec ma décoration. Les gens, quand ils vont rentrer chez moi, ils vont trouver ça moche ou des choses comme ça. En fait, notre cerveau rationnel, il est formaté par Instagram, Pinterest. Et tout ce que tu peux voir sur Internet et ce qu'on te vend en termes de décoration à la mode, entre guillemets. Et forcément, du coup, on n'écoute plus les émotions, on n'écoute plus le cerveau limbique qui va finalement être celui qui va nous apporter plus de bien-être. oui, puis finalement, là, je me dis, bah, avoir recours à quelqu'un comme toi, ça peut nous permettre aussi de trouver parfois des solutions. Ce meuble-là, je veux Tout le à fait. garder, mais franchement, ça va pas du tout avec le reste. C'est J'ai ça. des idées, qu'est-ce que j'en fais? Exactement. Il y a des personnes qui travaillent dans les métiers de l'artisanat qui font des trucs magnifiques avec des meubles anciens. C'est juste superbe. On est très aujourd'hui, en plus on est dans une société de la rapidité, de tout de suite. Donc dès qu'on voit quelqu'un ou sur Pinterest, Instagram, quelque chose qui stimule notre cerveau rationnel. Donc en plus c'est le cerveau qui nous génère, si tu veux, des hormones, les hormones du plaisir instantané. Du coup, bah forcément, on est satisfait, donc on veut tout de suite le même intérieur qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en fait, on oublie complètement ce qu'on ressent, nos émotions, on les met complètement de côté. Et c'est triste parce que ça génère déjà des intérieurs qui se ressemblent tous. On perd notre identité, ce qu'on a hérité aussi et qu'on veut transmettre. Hein. Et puis, en plus de ça, on vit mal dans ces intérieurs-là. C'est vrai qu'on se pose pas la question. C'est vrai qu'on voit des fois dans les magazines, on se dit ah ça a l'air d'être trop bien de vivre là-dedans. Et oui, c'est vrai que je me suis jamais. Enfin moi, mon intérieur ne ressemble pas du tout au catalogue, donc du coup. Bah, en fait, on vit très bien les 2 premiers mois et après, bah, c'est là que les problèmes, entre guillemets, commencent à arriver. Bah, le sommeil qui n'est pas réparateur. Alors ça peut être dans tous les espaces, hein, ça peut être la cuisine, la salle de bain où on n'arrive pas à se détendre. Il y a plein d'aspects dans l'intérieur qu'on peut identifier comme néfastes pour le bien-être dans tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui est à la mode. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. À condition effectivement Mm. d'avoir été alerté, parce que c'est pas du tout évident C'est ça. de se dire que notre mal-être en fait est dû à plusieurs petites choses qui sont chez nous. Bah, en tout cas, amplifié. Parce que, alors ça sera jamais un intérieur qui va te créer une maladie ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a toujours un terrain, de toute façon, génétique, physique, lié à plein de facteurs. Hein. Forcément, l'intérieur n'est pas la cause de tout, mais ça amplifie. Ça amplifie vraiment des états émotionnels et physiques. Autant mettre toutes ses chances de son côté pour que ça ne devienne pas un sujet, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que tu disais au début en fait. Le canapé gris va va faciliter le maintien de la personne dans son état de dépression, C'est ça. alors qu'elle n'en a pas conscience. Par contre, c'est pas si elle est en dépression, c'est pas à cause du canapé. Exactement. Alors, si quelqu'un se sent bloqué émotionnellement ou dans son foyer, comment est-ce qu'une approche comme la tienne peut l'aider sans être une solution miracle? Déjà, ça va permettre à la personne de mettre des mots sur ce qu'elle ressent chez elle. Comme je te disais, moi, je pars tout le temps d'un échange, d'un diagnostic, de comprendre le vécu de la personne. Ma première étape, c'est vraiment ça, c'est d'aller mettre des mots sur les ressentis, les émotions, comprendre l'histoire pour voir quel est le lien aujourd'hui avec ce qui se joue dans l'habitat. Donc c'est vraiment la phase de diagnostic qui est essentielle pour moi et je commence jamais un échange, enfin en tout cas je commence jamais un accompagnement sans passer par là. Et si elle est prête à avancer, si elle
si ce que je lui ai dit, ce qu'on a échangé, ça fait sens pour elle et elle se dit: «Ah bah oui, peut-être que, je peux modifier certaines choses chez moi qui vont m'aider à avancer», heu, là, on commence à rentrer dans l'accompagnement personnalisé. Moi, de toute façon, c'est ce que je t'expliquais, je fais jamais, de transition, heu, tout d'un coup. Enfin, je fais jamais de transition big bang. C'est toujours progressif et c'est la méthode des petits pas, petit à petit, au rythme de la personne. Elle suit des conseils et elle le met en place, elle teste, elle voit ce que ça fait. On fait toujours des suivis pour voir si elle a mis en pratique quelques conseils et pour comprendre ce que ça a généré chez elle dans son quotidien. Et ensuite rajouter ou modifier l'accompagnement en conséquence. D'accord, donc oui, qu'est-ce que tu proposes, exactement comme accompagnement? Tu as des trucs, prédéfinis? C'est complètement à la carte? En fait, c'est un accompagnement unique, qui est ce que je viens de t'expliquer, le diagnostic, heu, donc de l'état de la personne, de, la transition qu'elle vit et de son intérieur. Ensuite, on pose ensemble, un objectif, une vision de ce qu'elle souhaite pour elle, dans sa vie. Parce que dans l'intérieur, on peut déceler plusieurs problématiques, hein. Ça peut être, alors je te parlais du sommeil, de donner de l'élan à un projet, par exemple, ou de, travailler sur, justement, le deuil, et avancer dans le processus de deuil de façon, sereine et en tout cas de se sentir bien chez soi dans ce processus. Heu, donc ça, c'est la vision et après l'intention, la vision et après, c'est du programme personnalisé. En fait, j'ai un espace dédié où la personne, je lui mets à disposition du contenu éducatif, des conseils, des rituels, des vidéos, des checklists de choses, qu'elle peut faire dans son intérieur qui va l'aider et là, la personne est autonome. D'accord. On fait des suivis réguliers pour voir ce qui se met en place et comment elle le vit, mais la personne peut le faire à son rythme. Ah ouais, Si elle veut que ça prenne, 1 mois parce qu'elle a envie de tout changer d'un coup, parce qu'elle se sent prête, OK. Si elle veut que ça prenne, 1 an, il y a pas de souci aussi, ça peut se faire sans problème. d'accord. Ah oui, donc c'est pas du tout, comme, ce qu'on des fois on peut s'imaginer où, on a signé justement la vision et tout et toi tu Mmh. arrives avec, «Je vous ai acheté le cadre, je vous ai fait ci, je vous ai fait ça, on va mettre ça là, on fait comme ça». Je suis capable de le faire, mais dans ce genre d'accompagnement, je le fais pas parce que, bah, justement, je respecte le rythme de la personne, ouais. Mmh mh. Et c'est pareil, ce qui dans un accompagnement de décoration d'intérieur ou d'aménagement classique, on est beaucoup dans l'esthétique. Souvent, la personne t'envoie, 4-5 photos, d'Instagram ou Pinterest qu'elle a vues et dit: «Ah, je veux cet intérieur pour moi». Et en fait, c'est ce que je faisais avant, donc je me suis rendu compte très vite que souvent ça résonnait pas du tout avec l'énergie ou l'état dans lequel était la personne. Et en fait, je trouve ça pas du tout bénéfique dans cette situation-là, donc je préfère vraiment y aller progressivement, avec la personne et lui expliquer en quoi, ce petit changement va contribuer à une amélioration de son bien-être quotidien. Et donc, alors les personnes qui veulent te contacter et découvrir ton travail, où est-ce qu'elles peuvent te joindre? Alors c'est très simple, sur mon site internet, hein, en priorité, donc oriondecoration.fr. Et puis, j'ai également un compte Instagram sur lequel, je parle aussi, beaucoup de ce que je fais, mais le site internet est le premier lien de communication que vous pouvez avoir, avec moi et du coup, il y a un petit formulaire pour prendre contact. D'accord. Bon, bah, très bien. Et ben, merci beaucoup Oriane, c'était, vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir, accepté mon invitation. Et ben, merci à toi en tout cas pour l'invitation et puis, c'était un échange, hyper riche, hyper intéressant aussi et j'espère que ça aidera aussi ton audience, à mieux comprendre les enjeux de leur lieu de vie, sur ces phases si difficiles de deuil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.